Bonjour à tous, merci de nous joindre aujourd'hui. Je m'appelle David Pelster, je suis ici avec ma collègue Edith Charbonneau et nous allons vous donner une brève présentation sur la production laitière et comment on peut contribuer à réduire les productions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup des perceptions mauvaises dans la presse populaire. J'ai vu beaucoup d'histoires. Ici, c'est une histoire de la presse. On parle de les fortes hausses des émissions de méthane. Et ils ont mis une photo des vaches. Mais pourquoi les vaches? Les vaches produisent environ 30% des émissions de méthane. Mais l'exploitation de pétrole, gaz, charbon contribue à 33%. C'est plus que les animaux. Donc, pourquoi pas une photo de charbon ou pétrole? Pourquoi les vaches? C'est une question intéressante. J'ai vu des autres histoires où les reportages qui disent que les animaux produisent plus des émissions de gaz à effet de serre de le secteur de transport. Mais c'est vrai ou non? Quand on regarde les rapports, c'est pas vraiment une juste comparaison parce que ils comparent tous les émissions de la cycle de vie de production d'animaux et comparer juste avec l'exhaust les autos et pas tout le cycle de vie comme les vaches. Pour moi, c'est pas exactement une juste comparaison. Il y a 3 gaz à effet de serre importants qui produisent un peu plus de 99% de les émissions totales. Le CO2, c'est encore le plus important. Le méthane, avec un potentiel de réchauffement 25 fois plus fort que le CO2. Mais le méthane, ça ne durait pas longtemps dans l'atmosphère. C'est juste, il reste dans l'atmosphère pour environ 12 ans. Puis les réductions de la méthane, ça produit un effet très rapidement. Mais ce n'est pas la même chose que le CO2 ou le protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, c'est le 3e plus important. Et lui, il a un gaz à effet de serre très fort avec un potentiel de réchauffement de presque 300. C'est presque 300 plus fort que le CO2. Le bilan canadien des émissions de gaz à effet de serre, le transport, pétrole, ça c'est les plus grands contributions. L'agriculture contribue environ 15%. Et dans l'agriculture, c'est la production animale, c'est environ 30% de la total agriculturelle. La gestion de fumier, les grandes cultures et le carburant à la ferme. Aussi, que représentent les émissions annuelles d'une ferme laitière typique de Québec? Une ferme typique de Québec vers la région Montérégie produit environ un peu plus que 1500-1600 tonnes de CO2 équivalent. C'est presque la même qu'un voyage aller-retour Montréal-Paris dans un avion de 680 passagers. Mais la différence, la ferme laitière produit les besoins alimentaires de plus que 2000 personnes en termes de protéines et plus et les besoins alimentaires de plus de 1000 personnes en termes de calories. C'est une bonne contribution, mais aussi contribue à les emplois. Alors, à mon avis, est-ce que la production laitière est-elle un problème? Oui, en partie, mais la production laitière peut faire une partie de la solution aussi. Ça, c'est important. Comme j'ai dit avant, le méthane, si on réduit les émissions de méthane, ça fait un effet
immédiat sur le climat. Puis avec ça, je passe le micro à ma collègue Edith qui va donner plus d'informations pour les stratégies. Donc, David me donne l'opportunité de présenter certains des résultats de recherche qu'on a fait ici au Québec. Avant de me lancer dans ces résultats-là, je tiens quand même à faire un survol de différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour réduire le méthane entérique des vaches. On a vu que c'est un endroit où on pouvait agir rapidement pour avoir un effet sur le climat. La première place, c'est la productivité des animaux, puis j'y aborderai pas trop parce qu'on voit là, dans les inventaires d'analyse de cycle de vie des dernières années que vous avez déjà bien compris ce principe-là. Beaucoup du gain au niveau de la production des gaz à effet de serre par kilo de produit vient en fait d'une augmentation de la productivité des vaches, donc de la production laitière par année par vache. Donc, de ce côté-là, c'est bien de continuer à s'améliorer. Un autre aspect qu'on peut toucher pour améliorer, pour réduire les gaz à effet de serre, c'est la génétique. Il y a la génétique de continuer à améliorer les performances de nos troupeaux est tout le temps une option intéressante, mais aussi il y a des indices génétiques qui font surface, qui intègrent le méthane ou la prise alimentaire résiduelle. Entre autres, il y a une étude canadienne dernièrement qui est sortie qui montrait que si on avait des vaches qui avaient une meilleure prise alimentaire résiduelle, on pouvait réduire le méthane entérique de 10 à 15 Donc, travailler au niveau de l'efficacité alimentaire d'un point de vue génétique est une manière d'améliorer, de réduire les gaz à effet de serre. Ensuite, bien sûr, il y a toute la question de la gestion du troupeau. Tout ce qui permet d'avoir des vaches plus productives et en santé permet d'améliorer de réduire les émissions par kilo de produit. Donc, avoir une bonne reproduction, réduire les stress de chaleur, avoir un bon bien-être, réduire les risques de maladie. C'est tous des aspects qu'il faut couvrir, autant pour les gaz à effet de serre que pour le bénéfice du troupeau. Ceux en gras, c'est ceux que je vais toucher plus loin dans ma présentation. Dans le fond, on va regarder un petit peu l'effet de réduire le nombre d'animaux non productifs sur la ferme, donc les animaux de remplacement, puis quelques stratégies alimentaires et additifs. Si on commence par les animaux de remplacement, avant de rentrer proprement dit dans les résultats, je vais prendre le temps d'expliquer la méthodologie dans nos différentes études. C'est des études en analyse de cycle de vie, donc on commence à considérer les émissions des intrants avant qu'ils arrivent sur la ferme. Donc, si j'achète, par exemple, un fertilisant, il arrive avec une charge, un coût environnemental pour la ferme, en plus de celui des gaz qui sont produits sur la ferme, puis on se rend jusqu'à la sortie des produits, donc ce qu'on va appeler la porte de la ferme. Ici, pour les animaux, aussi, on fait une analyse globale qui inclut et le troupeau, mais aussi les superficies en culture. Donc, si une modification à l'intérieur de l'étable va avoir un impact sur le choix des cultures après au champ, c'est considéré dans nos analyses. Donc, si on rentre au niveau des animaux de remplacement, ici, les résultats que je vous montre, c'est en une émission de gaz à effet de serre par kilo de protéines vendues. Pourquoi des kilos de protéines vendues? C'est que notre ferme, elle vend plus que seulement du lait, elle vend du bœuf, elle vend des céréales, puis en le mettant sur une base de protéines vendues, ça permet de considérer la productivité globale de la ferme et non seulement celle des vaches en lactation. Donc, nos résultats ici montrent pour deux fermes, celle du Bas-Saint-Laurent et de la Montérégie. Montérégie est une ferme qui produit des grandes cultures comme maïs, grains et soya qui a une portion de ses revenus intéressante par la vente de ces cultures-là. Bas-Saint-Laurent est une ferme où la ferme est plus orientée, les champs sont plus orientés vers l'alimentation du troupeau. Quand on regarde le fait d'élever tous les génisses de l'entreprise ou de viser un taux de remplacement à 25 %, c'est sûr qu'on se garde quelques génisses en surplus pour prévenir des imprévus, mais permet d'avoir un effet sur les gaz à effet de serre. Donc, on parle d'une réduction du méthane de 3 à 4 % puis un effet global par kilo de protéines vendues de 2 à 7 % Ça peut paraître mince, mais lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, ces modifications-là ont quand même une importance, vu que c'est pas les gaz à effet de serre ne sont pas si faciles que ça à réduire, chaque gain est important. Je ne vous présenterai pas les résultats par kilo de lait, puisque dans ce cas-ci, la partie vache en lactation est très peu modifiée dans notre analyse. Mais ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que de réduire le nombre d'animaux non productifs sur la ferme, non seulement permet de réduire les gaz à effet de serre,
mais parallèlement permet d'augmenter le bénéfice net de l'entreprise puisqu'on réduit notre coût d'élevage, mais en plus, le fait qu'on a des superficies qui se libèrent, qui ne sont pas nécessaires à nourrir des animaux de notre troupeau, permet d'augmenter la productivité globale de la ferme par une augmentation de la vente de récolte. Si maintenant on passe à une stratégie alimentaire qui est l'augmentation du gras dans la ration, ici je vous présente l'exemple de l'huile de lin. Pour commencer, si on regarde l'effet de l'ajout d'huile de lin sur les productions de gaz à effet de serre ramenées par kilo de lait corrigé pour le gras et la protéine, bien, on voit que d'ajouter de l'huile dans la ration pour mes deux mêmes fermes permet de réduire les gaz à effet de serre par kilo de produit de lait. Si on le ramène une fois de plus par kilo de protéines vendues, bien, on voit que l'effet est quand même impressionnant où on réduit de 12 à 14 le méthane produit à la ferme et de 9 à 13 les émissions globales de la ferme par kilo de protéines vendues. Ici, ce qu'il faut penser, c'est que oui, on a l'effet sur la production de méthane qui vient du troupeau, puis qui englobe le troupeau et la fosse, mais aussi un gros effet associé à mes kilos de protéines vendues. Dans le fond, le fait d'avoir un aliment très énergétique dans la ration permet de réallouer les terres puis d'avoir une augmentation au niveau de la vente de récolte, donc des produits vendus. Par contre, l'huile de lin, c'est un produit qui est plus destiné à l'alimentation humaine, ce qui a un coût important à cet aliment-là, qui fait réduire le bénéfice net de l'entreprise. Ceci dit, si au lieu d'utiliser un produit pour l'alimentation humaine, on utilise un sous-produit. Puis ici, je vais donner l'exemple d'un projet qui a été fait dans la région de Québec avec une quarantaine de fermes où ils ont utilisé du tourteau de lin plutôt que de l'huile de lin. Ils ont pu réduire les gaz à effet de serre de le méthane entérique des vaches de plus de 9 en augmentant la marge par vache de 5 C'est qu'il y a moyen de le faire en améliorant le bénéfice aussi de l'entreprise. Ceci dit, quand on parle de sous-produits, c'est important de garder en tête qu'il y a un coût environnemental à ces sous-produits-là, donc à la production de ces sous-produits-là. Ici, à l'écran, ce que je vous montre, c'est la production de gaz à effet de serre par tonne de matière sèche en fonction de différents aliments qu'on peut acheter sur une ferme. Les premiers, c'est des grains. Ensuite, on a du foin, puis on a nos sous-produits, le tourteau de soya, le tourteau de canola, les drèches de distillerie, celle de calcium. Lorsqu'on parle de sous-produits, ce qu'il faut penser, c'est que notre produit principal, par exemple, le tourteau de soya, on va produire l'huile de soya pour la consommation humaine, puis le tourteau devient un peu un coproduit. C'est que dépendant comment on attribue les gaz à effet de serre au produit principal ou au coproduit, on peut avoir beaucoup de variabilité dans notre coût environnemental associé à notre sous-produit. Ce qui fait qu'il faut quand même garder une tête un peu froide lors des analyses, voir comment ça a été considéré. Puis je pense qu'un point qui est très, très important, peu importe comment ça a été considéré, puis le coût environnemental, il faut garder en tête que la valorisation d'un sous-produit, c'est une force des ruminants. Puisqu'on utilise un produit qui est non consommable par l'humain, puis on le transforme en un produit qui est riche en valeurs nutritives. Dans le cas du lait, c'est évident que c'est notre lait. Donc, cette transformation-là a un bénéfice environnemental non négligeable qu'il faut aussi considérer en plus de l'effet sur les gaz à effet de serre. Maintenant, ça m'amène à une autre stratégie qui est la digestibilité des fourrages. Ici, j'ai pris l'exemple du maïs BMR, mais on s'entend, peu importe le fourrage qu'on utilise pour atteindre notre augmentation de digestibilité, on pourrait s'attendre à des résultats similaires. Donc ici, on se ramène plus en Montérégie, vu qu'on parle d'ensage de maïs BMR. Puis ce qu'on voit, c'est d'avoir un fourrage plus digestible, permet de réduire la quantité de gaz à effet de serre sur la ferme par kilo de lait corrigé pour le gras et la protéine. Ça vient principalement d'une réduction du méthane. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est les émissions de méthane par kilo de lait. Ça a permis de réduire de 5 ces émissions. Par contre, si je les ramène par protéine totale de gaz à effet de serre par kilo de protéines vendues, l'effet est moins intéressant. Ici, on voit même une augmentation des gaz à effet de serre totaux par kilo de protéines vendues. La raison étant que le rendement du maïs BMR varie un petit peu plus entre les années, donc on doit allouer un petit peu plus de superficie au maïs BMR qu'un maïs en silage normal. Puis on perd au niveau de la vente de récolte, donc on perd dans la quantité de protéines vendues.
Ce qu'il faut donc considérer lorsqu'on essaie d'améliorer la digestibilité des fourrages, c'est de choisir une stratégie qui permet non seulement de réduire les gaz à effet de serre au niveau des vaches, mais qui permet de garder la productivité au niveau des champs. Puis ça, c'est possible de le faire en adoptant des bonnes pratiques au niveau, par exemple, des plantes fourragères pérennes. On est capable de travailler et sur la digestibilité et sur le rendement, puis au bout de la ligne, on s'attendrait à une réduction globale des gaz à effet de serre par kilo de protéines vendues, puis probablement une amélioration du bénéfice net également. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Il y a certains nouveaux produits. Si je vous donne l'exemple du 3-nitroxypropanol, pourquoi celui-là plus qu'un autre? C'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans les dernières années, puis probablement qu'il va être homologué prochainement là, en Europe, entre autres. Ce qu'on voit dans la recherche, c'est qu'on voit des réductions allant de 20 à 40 du méthane entérique. Si on le ramène à l'échelle d'AFEM, on parle de réduction des gaz à effet de serre de 8 à 15 c'est que c'est non négligeable. Puis en plus, ce produit-là permet d'améliorer les performances animales, pas des améliorer, excusez-moi, des maintenir. Donc, il n'y a pas d'effet néfaste sur les performances animales. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres produits qui vont venir. On voit beaucoup de recherches sur les tanins, sur différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Lorsqu'il y a un nouveau produit qui est publicité, il y a certaines choses qu'il faut considérer avant de savoir si on peut conclure que c'est vraiment un produit prometteur ou non. Une de celles-là, c'est premièrement de vérifier si ça a été fait avec des essais animaux. Des fois, on voit des choses très prometteurs in vitro, mais qu'une fois dans l'animal, ça ne se concrétise pas de réelle réduction des gaz à effet de serre. Il faut aussi toujours s'assurer qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé de l'animal ou ses performances laitières. S'assurer qu'on ne transfère pas la réduction du méthane entérique vers une augmentation du méthane émis par la fosse, donc de regarder l'ensemble et non seulement au niveau de la vache. De s'assurer qu'il y a des essais à long terme qui ont été faits, puisque dans le passé, il y a eu des produits qui avaient l'air très, très prometteurs, mais on voyait qu'à long terme, la microflore s'adaptait, puis au bout de la ligne, la persistance de ces réductions de gaz à effet de serre-là était moins présente. Finalement, un autre point qui va être intéressant de pousser un peu plus, c'est de voir jusqu'à quel point la conjugaison des différentes pratiques, de celles, entre autres, que je vous ai présentées, sont vraiment additives ou non. On peut penser que certaines le sont. Si je réduis mon nombre d'animaux puis que je rajoute du gras à la ration, des vaches en lactation, on s'attend à une conjugaison des pratiques. Mais est-ce qu'on verrait la même additivité si j'ai des fourrages plus digestibles puis je rajoute de l'huile? C'est des choses qui méritent d'être validées. Maintenant, on a beaucoup regardé le côté méthane. Au niveau de l'alimentation des vaches, on peut aussi travailler au niveau de l'azote. On a vu que l'azote était aussi un contributeur important au niveau des gaz à effet de serre. Puis plus que juste les gaz à effet de serre, il y a la production d'ammoniac aussi, qui est un autre polluant. Puis si on est capable de la réduire, bien, c'est aussi bénéfique pour l'environnement. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de variabilité au niveau de l'efficacité de l'azote. Donc, on peut réduire de manière importante les déchets, les déjections en azote là, au niveau de l'urine et des fesses si on améliore notre efficacité d'utilisation d'azote. Ici, c'est un exemple où on est allé sur 100 fermes au Québec, puis on a pris toute l'information sur l'alimentation puis la productivité des vaches. On a regroupé nos troupeaux en utilisant une analyse en grappe, là, un cluster analysis, par leur efficacité d'utilisation de l'azote, puis on a eu 4 regroupement. Donc, notre plus efficace était efficace à 36 au niveau de l'utilisation. Nos fermes étaient efficaces à 36 au niveau de l'utilisation de l'azote, puis nos moins efficaces étaient à 22 Quand on regarde un petit peu les caractéristiques de ces troupeaux-là, en rouge, on voit la consommation volontaire de matière sèche et en jaune, le lait corrigé. Bien, on voit qu'en gros, les troupeaux les plus efficaces, c'est ceux qui étaient en mesure de produire le plus de lait en consommant le moins d'aliments. Quand on poussait un petit peu plus loin, on voyait qu'il y avait des différences, entre autres au niveau de la ration, qui laissent penser qu'il y a peut-être une meilleure adéquation entre l'énergie et la protéine aussi dans ces rations-là. Donc, ça vaut la peine. Tout ce qu'on fait pour l'amélioration de l'efficacité alimentaire aide au niveau de la production de méthane, aide aussi au niveau de la production des déjections en azote. Puis, au bout de la ligne, devrait aussi aider là, au bénéfice net. C'est que là-dessus, maintenant qu'on sait qu'on peut réduire le méthane puis qu'on peut agir au niveau de l'azote dans les déjections, je vais redonner la parole à David qui va continuer au niveau du fumier.
Merci, Edith. Je vais donner des suggestions pour améliorer la gestion du fumier. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les gaz à effet de serre? C'est le stockage de fumier. Si on couvre les fosses à fumier, ça peut réduire les pertes de méthane et ammoniac. Si c'est possible, une couverte imperméable. Il y a des études qui ont trouvé un bénéfice net pour la ferme et aussi une réduction des gaz à effet de serre pour la ferme entière. C'est possible que il y a un peu plus des émissions de protoxyde d'azote, mais c'est dans une total d'équivalent de CO2, c'est le total, les gaz à effet de serre total a été réduit. Donc, si on peut couvrir les fosses, c'est une très bonne idée aussi. Vider au début de l'automne parce que les émissions normalement de méthane, c'est plus élevé quand la température de le lisier sont plus haut. Et les températures, normalement, c'est le plus élevé à la fin d'août, début septembre. Puis, si on peut vider la fosse avant ça, c'est mieux pour les réductions. Aussi, et j'imagine que ça coûte un peu, mais la gestion avec le lisier, c'est mieux de fumier solide. Il y a moins de pertes avec le lisier qu'avec le fumier solide. Aussi, il y a les grandes technologies comme un biodigesteur, mais je n'ai rien dit que ça parce qu'il y a une bonne présentation de José Gicoen qui va venir bientôt. Séparation du fumier, ça aussi peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une autre étude où les laitières recyclées ont réduit les émissions à environ 20% avec un coût, mais le coût était faible. Et aussi, il y a une autre présentation plus tard de Simon Dufour sur la séparation de fumier. La gestion des cultures, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la ferme avec une meilleure gestion des cultures, optimisation de la fertilisation d'azoté, bonne source, bonne dose, bon endroit et au bon moment. On peut utiliser les engrais améliorés avec les inhibiteurs d'uréase de nitrification, des choses comme ça. Utilise les plantes, les légumineuses pour la fixation d'azote et on a besoin un peu moins d'engrais. Les cultures de couverture ou les plantes pérennes, ça c'est important pour les applications d'automne. Aussi, si c'est possible, les plantes intercalaires aussi dans les rangs. Et trouver un bon équilibre entre le maïs, ensilage et graines et les plantes fourragères pérennes. Les plantes fourragères pérennes, c'est important parce que dans le champ, ils séquestrent plus de carbone dans le sol que les plantes annuelles. Si on commence avec un champ, avec les annuelles, la quantité de carbone dans le sol, c'est moins qu'un champ avec les prairies en continu. Et les prairies en rotation avec annuel, c'est entre les deux. Puis c'est une augmentation de carbone séquestré à l'échelle de la ferme, mais avec un bilan entre le maïs et les plantes fourragères, puis un bon rapport pour les animaux, une bonne diète. En conclusion, la production laitière est-elle un problème? C'est un petit peu, mais c'est important
tout doit faire sa part. Puis la production laitière peut faire une partie de la solution. C'est très important. Il existe des opportunités, mais c'est important d'analyser l'impact. N'analysez pas juste les effets de chaque traitement isolément. Faites tout à l'échelle à la ferme au complète. Aussi, on doit continuer à valoriser les sous-produits comme les drèches ou les tourteaux et choses comme ça. C'est un service environnemental important d'utiliser les déchets d'autres industries. Et aussi, les vaches prennent des produits non comestibles par les humains et transformés en aliments riches et très bons. Ça, c'est un bon service. Aussi, on doit continuer à valoriser les fourrages pour la captation de carbone et la diminution des gaz à effet de serre aussi. Et c'est une façon d'utiliser les terres non propices à la production d'aliments pour l'humain. Et finalement, il y a des changements à la ferme qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça coûte un peu. C'est quoi le rôle pour un marché du carbone ou rétribution pour les services environnementaux? Ça, c'est une très bonne question et une question très importante. Et avec ça, c'est tout. Les remerciements pour tout le monde qui a nous aidés. Et avec ça, merci pour votre attention et est-ce qu'il y a des questions?